Pourquoi choisir de cacher une maladie grave à ses proches? C'est la question que pose aujourd'hui toute une histoire. Maman, je t'en veux pas. Je t'en veux pas de pas l'avoir dit, je te comprends. Même si c'est dur pour nous. Nos invités témoignent, ils ont connu le poids du silence. Il ne vous a jamais rien dit, vous l'avez su juste 2 mois avant sa mort. Oui. Vous auriez voulu qu'il vous le dise à quel moment? Je pense que j'aurais pu l'apprendre dès le début. Qu'est-ce que vous lui avez caché? Le VIH. Pourquoi votre maman vous a caché la vérité? Elle voulait pas que notre regard change sur elle. Comment aller lui dire, tu sais, voilà, tu vas être gaga, grabataire, voilà quel est ton avenir. Est-ce que tu me pardonnes d'avoir caché cette maladie? Alors faut-il à tout prix révéler le secret? Je suis allée la voir, je lui ai dit, maman, je sais que tu as un cancer, je sais que tu es condamnée, pourquoi tu l'as pas dit? Comme ça, vous l'avez dit? Oui. Cache comme ça? Oui. C'est pour moi une preuve d'amour de lui avoir caché, parce que c'est très dur de vivre le problème toute seule. Ma réaction, ça a été qu'il n'avait pas eu confiance en moi. Bonjour, merci pour nos invités. Bonjour à tous, bon après-midi, bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Nous allons parler aujourd'hui de questions qui se posent dans pratiquement toutes les familles. À la question, faut-il révéler sa maladie à ses proches? On parle évidemment de maladies graves. A priori, tout le monde serait tenté de répondre oui, on doit tout dire à ses proches. Pourtant, c'est loin d'être aussi simple. Parfois, c'est tout simplement impossible. Les malades sont pétrifiés par des sentiments confus qui les poussent au silence et qui les enferment peu à peu dans un mensonge qui dure. Aujourd'hui, nous recevons des personnes qui ont caché leur maladie à leur famille. Nous accueillons aussi ces familles à qui on a menti pendant plusieurs mois ou plusieurs années. On dit qu'à force de durer, le silence devient lui aussi une maladie. Nous allons tenter de comprendre pourquoi certains malades choisissent de se taire plutôt que de partager leur douleur. Merci d'accueillir chaleureusement tous nos invités d'aujourd'hui sur notre plateau. Guylaine et Angélique, vous ressemblez, bonjour à toutes les deux. Quelle maladie vous a caché votre mère, Guylaine? Maman a eu un cancer du sein. Elle est décédée suite à un cancer du sein. Qu'elle vous a caché pendant combien de temps? Pendant 1 an environ. Delphine est accompagnée de son papa Christian. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pendant combien de temps, Delphine, votre papa vous a caché qu'il était atteint d'une maladie? Pendant 2 ans. Pourquoi vous l'avez caché à votre fille, Christian? Par sentiment, pour la protéger. Vous avez choisi de le dire à certaines personnes de la famille et pas à votre fille? Oui, parce qu'elle était adolescente. Qu'est-ce que vous lui avez caché? Le VIH, qu'on appelle le sida directement pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Marie-Agnès est également très invitée. Marie-Agnès, votre mari vous a caché pendant plus de 15 ans qu'il avait des troubles très importants, probablement... Une malformation cardiaque. Probablement quelque chose qui était congénital et qu'il connaissait depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Pendant 15 ans de vie commune, il vous l'a caché. Pourquoi vous l'a-t-il caché? La première réaction, c'est il n'a pas eu confiance en moi et je trouvais qu'il était bête. Et après, quelqu'un m'a fait remarquer, mais c'était peut-être pour vous protéger, toi, les enfants. On verra les raisons. Je voulais juste avoir votre premier sentiment. On en reparlera. Martine, vous n'êtes pas malade et pourtant, vous cachez une maladie. Oui. Vous n'êtes pas malade et vous cachez une maladie. Comment est-ce possible? Je cache la maladie de mon mari, à mon mari. Vous savez que votre mari est malade et lui ne le sait pas. Voilà. Donc mon mari a la maladie d'Alzheimer. Et tant qu'on ne trouve pas un moyen de les guérir, je ne vois pas l'utilité de lui dire « tu vas finir comme ça ». Depuis combien de temps vous lui cachez cette maladie? Ça fait... Depuis 99. J'ai appris la vérité en 99, mais la maladie a commencé un peu avant, bien sûr. Virginie est également avec nous. Elle témoigne des coulisses de toute une histoire. Bonjour. Bonjour. Vous hésitez, vous posez des questions et c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. Vous avez envie d'entendre les témoignages de nos invités. Vous hésitez à sortir du silence. Vous préférez rester avec cette maladie cachée? Oui, parce que c'est pas encore assez entré dans la tête des gens de vivre tous les jours avec ça. Non. Qu'est-ce que vous êtes venu nous dire en témoignant aujourd'hui? J'ai envie de faire partager qu'on peut avoir une vie heureuse avec un mari et des enfants qui, eux, n'ont pas de problème. Mais c'est pas possible au grand jour, je pense pas. Enfin, pour moi, non. Donc pour vous, il ne faut pas le dire? Non, il faut pas le dire. Ou alors, il faut vraiment sélectionner à qui on le dit. De qui souffrez-vous? De quoi souffrez-vous? Moi, je suis séropositive depuis 14 ans maintenant.
Vous avez même commis des mensonges, vous nous direz comment vous avez caché la présence de ce virus. Et puis vous nous direz aussi surtout comment on vit avec un secret sur le cœur. Je pense que Christian, qui a vécu avec le secret aussi, pourra témoigner. Mais nous allons d'abord prendre le problème à l'envers. Le poids du secret, mais à l'envers. Cacher à l'autre qu'il est malade pour son bien. Pourquoi Martine ment à son mari à propos de sa maladie d'Alzheimer. Donc Peck, c'est son prénom, souffre d'Alzheimer depuis probablement plus de 10 ans. Probablement une dizaine Vous connaissez d'années. le nom de la maladie depuis maintenant 8 ans. Lui ne la sait pas. Il a fallu cacher les médicaments, ou en tout cas pas lui dire ce qu'il prenait comme médicaments, cacher les documentations, Oui. se mettre d'accord avec le personnel médical pour Oui. qu'il ne le sache pas, et puis continuer à vivre avec lui en essayant de faire en sorte qu'il soit le plus heureux possible. Exactement. C'est votre décision, regardons ce reportage. Est-ce que tu as faim? C'est bon. T'as pas encore goûté, mais tu dis déjà que c'est bon. Je lui donne toujours à manger, donc matin, midi et soir. Et j'aime de lui donner à manger moi-même parce que c'est un moment où on est face à face et où je peux établir le contact. Sinon, un mec, c'est important. Hein. On reprend un petit coup. Le médecin m'a appris que mon mari souffrait de la maladie d'Alzheimer. Et ça a été pour moi une catastrophe d'entendre une nouvelle pareille. Et ma hantise à ce moment-là, faut-il le dire à Peck ou faut-il le taire? Martine décide de se taire, un choix difficile à faire, mais elle n'a aucun regret. C'est un homme fort à tout point de vue, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la vie. Comment aller dire à quelqu'un comme ça, écoute, demain, tu as Alzheimer, tu sais plus gérer tes affaires, tu vas devenir gaga, tu vas perdre la tête, tu vas devenir grabataire comme il est maintenant. C'est impossible. C'est l'assommer, c'est le détruire. C'est comme ça qu'il est dans ma tête, il est dans mon cœur et il restera toujours. Toutes les photos qu'on a fait depuis qu'il est malade, je les ai jetées. Paul a travaillé pour Peck pendant 20 ans. Il a repris les magasins que son ancien patron dirigeait. Malgré la maladie, Paul respecte toujours celui qui l'a formé. Salut boss. Ça va? Ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que tu regardes de beau? Non seulement Martine a caché à Peck sa maladie, mais elle a aussi demandé à tout l'entourage de faire de même. Je me rappelle même le jour où tu es arrivé au bureau et tu nous as demandé à tous de ne pas en parler. Quoi. C'est vrai qu'au bureau, tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a fait semblant. Toi, ça t'a pas fait rigoler parce que travailler. Il était souvent confronté évidemment à des petits problèmes du style. Tu sais, quand il oubliait ce numéro de GSM ou son code PIN pour le remettre en route, c'est toujours moi qui l'appelais. Il aurait été plus facile de lui apprendre qu'il avait le cancer plutôt que ça. Quoi. Sûrement. Pour la première fois, Martine rencontre Claire et Jean-Pierre, qui habitent à quelques kilomètres de chez elle. Contrairement à Peck, Jean-Pierre n'est pas à un stade avancé de la maladie. Il est au courant et conscient qu'il est atteint d'Alzheimer, l'occasion pour Martine de s'interroger sur sa décision. Si on ne vous l'avait pas dit, vous auriez préféré ou pas? Non. Non, vous voulez le savoir. Oui. Pas la peine de cacher. Hein. Comme il sait qu'il a la maladie, il peut plus facilement lutter lui-même contre certaines choses. Par exemple, on sait bien que dans cette maladie, il y a des périodes d'agressivité. Et parfois, il se rend compte et tout de suite, il se calme et il gère ça beaucoup mieux que si... Je crois que s'il ne le savait pas, il se laisserait plus aller dans son agressivité. Probablement, oui. Comment tu te sens par rapport à ta maladie? Est-ce que... Parce qu'en fait, tu me... Vous êtes heureux? Pas inquiet? Ah non, pas inquiet, non, je sais bien. Ben oui, mais c'est bien. Je sais. Donc vous êtes serein? Ah, je suis serein, oui, je sais bien. Martine et Peck sont mariés depuis 33 ans. Malgré la maladie, ils s'aiment toujours autant. Tu sais que je suis avec toi pour toujours. Hein? Tu te rappelles une fois, tu m'as dit ça, j'en suis sûre. T'es pas bavard, hein? Mais tu souris. Quand tu souris, tu dis oui. Tide will rise and fall along the bay, and I'm not going anywhere. I'm not. Oui, première partie de notre émission, le mensonge. Comment s'installe le mensonge? Pourquoi? Et puis surtout, comment cacher une maladie, soit une maladie qu'on a, soit une maladie comme vous, madame, vous le cachez à votre mari. Lorsque vous avez appris qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer, vous avez réfléchi avant de décider de le lui cacher? Oui. Ma première réaction a été de dire au médecin, par respect pour lui, il faut que je lui dise la vérité. Et puis,
J'étais inquiète et j'ai dit au médecin, il me faut une semaine pour réfléchir. J'ai appelé une association qui est Alzheimer Belgique parce qu'il fallait que j'appelle quelqu'un. J'ai posé la question et là on m'a dit réfléchissez et ne lui dites pas trop vite parce que c'est une telle catastrophe. Il était encore lucide à ce moment-là? Il aurait pu comprendre, il a 8 ans, ce qui n'est plus le cas visiblement aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne comprend plus, non. La seule chose qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il est serein et qu'il a l'air d'avoir un... Mais à l'époque, Alzheimer, il comprenait ce que ça voulait dire. D'autant plus que sa sœur a eu Alzheimer et que nous avons vu toute la maladie et nous l'avons vu mourir. Donc il savait très bien ce que c'était que Alzheimer. Est-ce qu'il avait peur d'avoir Alzheimer? Oui. Donc il m'a parfois posé la question en disant « Mais je deviens fou, moi je perds la tête, est-ce que j'aurais pas Alzheimer ?» Le problème à ce moment-là, c'était de lui répondre d'une manière intelligente, pas le prendre pour un imbécile, lui dire « Mais non, t'as pas Alzheimer !» C'est complètement con de répondre comme ça, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Je lui ai dit « Écoute, t'as 70 ans, le corps vieillit, le cerveau vieillit aussi, t'as plus la mémoire que t'avais il y a 20 ans. De là à l'imaginer que t'as Alzheimer, tu vas un peu loin. » Donc comme ça, j'ai convaincu. Vous n'avez jamais culpabilisé de ne pas lui dire? Non. Oh non, pas du tout. Donc de mentir à la personne que vous aimez quand même? Jamais. C'est pour moi une preuve d'amour de lui avoir caché, parce que c'est très dur de vivre le problème toute seule. De quoi vous aviez peur? Vous aviez des raisons pour lesquelles vous avez voulu le protéger? Qu'il ait lui-même peur? Qu'il tombe dans une détresse absolue. Voilà, c'est pas possible. C'était un homme qui était brillant en tout. C'était un homme qui professionnellement a été obligé de recommencer 3 fois sa vie. 3 fois il a réussi. En sport, il excellait. Comment aller lui dire, tu sais, voilà, tu vas être gaga, grabataire, voilà quel est ton avenir. Christian, à quelle occasion était-ce le plus difficile pour vous de garder cette vérité et de ne pas la partager avec votre fille? Je lui mentais. Moi, je lui mentais. Je lui disais pas la vérité, donc c'était... Vous mentiez par omission, c'est ça la différence que vous faites? Ouais. Et vous ne disiez pas, j'ai pas le virus, vous ne disiez rien, quoi. Je disais rien parce que je voulais pas qu'elle s'inquiète. Qui le savait dans la famille? Ma femme, son frère et... Son grand frère? Son grand frère, et après, c'était ma famille, mais... À quelle occasion vous avez appris que vous aviez contracté le virus du sida? En voulant faire la prise de sang pour la prise nuptiale. Avant le mariage? Avant le mariage. C'est là que je l'ai appris et ça faisait 10 ans que j'étais porteur. Vous savez comment vous avez contracté la maladie? Transfusion. Vous en avez parlé à votre future femme? De suite. Comment a-t-elle réagi quand vous l'avez dit? Elle a dit il n'y a pas de problème parce que vu qu'on me proposait le mariage, donc elle dit on continue à se marier, on continue le mariage. Mais on avait envisagé de faire un bébé que j'ai dit non. Vous êtes toujours ensemble aujourd'hui? Non. 3 ans et 21 jours après, elle est partie. Elle est partie? Sans rien dire. Je suis rentré à la maison, il n'y a plus personne. Votre fils avait quel âge à l'époque? Il avait 20 ans. Comment vous lui avez dit à lui? Lui, comme il était avec nous, il était confident, on était très proches aussi. Hein. Donc lui, c'est pareil. Ça a été, on va dire, le moment quand on lui a dit qu'on allait se marier, on a dit, bon, il nous a dit, vous n'avez plus qu'à faire le bébé après. Et là, je lui ai dit, non, je ne peux pas. Et j'ai dit, maintenant, par contre, c'est à toi. J'espère que je serai grand-père d'ici là. Parce qu'à cette époque-là, on nous donnait 5 ans de vie encore. C'était il y a combien de temps? 95 ans. Oui, mais ça, c'est il y a 12 ans auparavant. C'était au début du traitement, qui sortaient les premières thérapies. Vous comprenez aujourd'hui les raisons qui ont poussé votre papa à se taire? Oui, maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais pas quand vous l'avez appris? Quand je l'ai appris, non. Il vous l'a dit à quel moment? Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. 18 ans. 17-18 ans, ouais. Vous êtes douté de quelque chose avant cela? Oui, parce qu'il m'avait envoyé une carte postale à l'internat. Et j'avais compris, en fait, où il me disait « profite de la vie ». Je vis avec un copain qui s'appelle le Virus. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, quoi. Sans savoir exactement ce que c'était, mais... Et vous n'avez pas posé plus de questions? J'osais pas, j'avais peur de la réalité. Pourquoi vous avez fait ça? Alors c'est à la fois la mettre sur la piste de la vérité et en même temps laisser s'enfermer dans un non-dit? Oui, parce que je le vivais très mal.
de pouvoir cacher ça à ma fille, que j'ai essayé d'éduquer, on va dire, de ne pas vivre dans le mensonge. Donc moi, je vivais dans le mensonge par rapport à elle. Vous, Guylaine, vous diriez que vous vous êtes voilé la face? Que vous auriez pu le voir? Oui, j'aurais pu voir la maladie de ma mère, oui, c'est certain. Maintenant, me voiler la face, ma mère était très persuasive, donc elle arrivait toujours à retomber sur ses pattes. Quand vous lui posiez des questions? Donc oui. À quoi vous auriez pu le voir? Je disais, quand elle a déménagé d'un petit village pour venir sur Béziers se rapprocher de nous, alors qu'elle était très bien là-bas, elle vivait avec Angélique à cette époque-là. Ouais. Elle a un peu poussé Angélique à s'installer avec son copain, alors qu'elle était toute jeune. J'étais pas majeure, en fait. Elle était pas majeure, j'avais 17 donc bon, c'est vrai que ça aurait pu... Il y avait une urgence, quoi. Ça aurait pu m'interpeller, bon, mais bon, comme ils étaient bien, qu'il y avait un moment qu'ils étaient ensemble, c'est vrai que bon, elle me disait non, mais ils seront mieux, comme elle veut faire des études, elle veut faire de la danse, ils seront mieux sur Béziers, enfin bon, voilà quoi. Elle avait un peu aidé à Dans cette première partie d'émission, on se demande pourquoi on ne dit pas la vérité, à votre avis. Pourquoi votre maman vous a caché la vérité? Mais je pense que ma mère ne voulait pas nous inquiéter déjà. Et puis, elle ne voulait pas que notre regard change sur elle. Je pense qu'il y avait ça beaucoup. Le cancer, surtout quand on approche de la fin, malheureusement quand ça se passe mal, parce qu'on guérit aujourd'hui un cancer sur 2, mais quand on n'arrive pas à le guérir et qu'on approche de la phase terminale, c'est lourd à traiter, médicalement. Vous n'auriez pas pu voir des traitements, les médecins? Oui, elle avait perdu du poids, mais elle me disait que maintenant qu'elle était en pré-retraite, ce qui était faux, puisqu'en fait elle était en maladie, mais elle nous avait dit qu'elle était en pré-retraite. Hein. Elle disait qu'elle voulait perdre du poids pour être bien, pour pouvoir voyager, pour se promener. Bon, oui, effectivement. Vous y connaissez, vos stratagèmes, Martine, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous avez caché à votre mari? Quand vous lui donniez un médicament, qu'est-ce que vous lui disiez, par exemple? Oh, il ne se posait pas tellement de questions, en fait. Ah, il mangeait des médicaments comme ça, sans se poser de questions? Oui. Donc, à la limite, je me demande si... C'est bizarre, quand même. Enfin, même si on fait confiance à sa femme... Mais je me demande si, inconsciemment, il n'était pas satisfait de la solution que j'avais choisie. Le non-dit. Le non-dit. Je me demande, parce qu'il était trop intelligent pour tout à fait ignorer le problème. Donc moi, je lui donnais ses médicaments, mais ça a toujours été comme ça. S'il avait la grippe, un rhume ou quoi, je lui disais, prends ça. Et il vous faisait... Oui, il avalait. Il disait pas l'entraînement empoisonné à petit feu. Mais c'est au fil du temps que je me demande si il n'a pas préféré la manière dont j'ai agi à la vérité crue. Un non-dit, dans un non-dit peut s'installer une complicité. Je pense. C'est vrai qu'il y a toujours eu beaucoup de complicité entre nous et beaucoup de confiance l'un envers l'autre. Et il m'a toujours fait confiance, il a cru ce que je lui disais, mais probablement qu'inconsciemment, il a un peu joué le jeu aussi. Et la documentation, tout ce que vous appreniez sur Alzheimer, vous cachez tout? Je faisais envoyer la documentation sur Alzheimer chez ma voisine. Et quand le facteur était passé, il y avait quelque chose, elle m'appelait pour que ce mot n'entre plus dans la maison. Ça aurait été différent s'il y avait eu possibilité de le guérir. Mais comme il n'y a aucune possibilité, c'est pour ça que j'ai menti. Marie-Agnès, vous avez vécu pendant plus de 15 ans, sans le savoir, aux côtés d'un homme qui était gravement malade du cœur. Donc vivre dans le mensonge, lui, vous a fait vivre dans le mensonge. Est-ce que vous diriez que c'était pour votre bien, comme vient de le dire notre invité, à savoir pour votre complicité, dans un certain non-dit, qu'il vous évitait certaines douleurs? Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et il y a une autre chose que vous avez dit, c'est que je pense aussi qu'il ne voulait pas qu'on change, il aurait eu peur que je change mon regard sur lui, à le surveiller. Quels étaient ces petits trucs que vous repassez aujourd'hui, qui auraient pu éveiller vos soupçons? Eh bien d'abord, par exemple, j'ai eu 3 enfants très rapidement, j'aurais bien arrêté de travailler pour m'occuper des enfants. Et c'était pas son tempérament, il a été très dur, il m'a dit « Je n'accepterai pas une femme qui ne travaille pas ». Ça m'avait étonnée et j'ai pas cherché plus loin. Et c'est vrai qu'après son décès, il m'est arrivé souvent de dire à mes enfants que ce que leur père, du point de vue financier, avait fait de mieux pour eux, c'était de m'obliger à travailler. De faire en sorte que vous puissiez subvenir à leurs besoins. À leurs besoins. Quand on est malade du cœur, il y a des efforts qu'on ne peut pas faire. Exactement. Mais en fait, a posteriori, je vois qu'il évitait, par exemple, il aimait se promener, mais c'était toujours à plat. Pas des côtes? Jamais, il montait jamais des côtes, il faisait jamais de grands efforts. Les travaux dans la maison?
justement, quand j'étais enceinte, j'avais été très furieuse parce que on avait déménagé, il fallait un peu arranger la maison, et alors il n'avait pas voulu peindre le plafond, il fallait que ce soit moi qui peigne le plafond, et évidemment je risquais une fausse couche ou quelque chose comme ça. Vous étiez enceinte à ce moment-là, vous dites ? Oui, j'étais enceinte. Ah oui, là effectivement, comment il justifiait le fait qu'il vous laissait peindre le plafond enceinte ? Je ne me rappelle plus, mais enfin ça m'énervait. Virginie, qui est avec nous en coulisses de toute une histoire, vous êtes en traitement quotidien ? Oui, tout à fait. Ouais. Plusieurs fois par jour ? Oui, c'est passé de 3 fois par jour à maintenant 2 fois. Vous prenez des médicaments ? Oui, donc j'ai passé de 13 médicaments à... Là, j'en ai 5. 5 médicaments ? Ouais. 5 prises différentes ? Non, 5 matins et 5 soirs. 5 matins et 5 soirs. Vous les prenez devant vos enfants ? Oui. J'ai expliqué à mon grand, parce que j'en ai 2, j'ai expliqué à mon grand que dans chaque corps, on a des petits chevaliers qui défendent on a des petits chevaliers dans le corps qui nous défendent, et je fais que moi, j'en ai pas assez. Donc je prends des médicaments pour que mon corps se défende. Ce que j'avais peur, maintenant ça va faire 14 ans, je pense être là encore un sacré bout de temps, mais j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose et que lui, ça lui tombe comme ça sur le nez, quoi. Alors que là, il est, entre guillemets, je dirais, mais pas préparé, mais il sait qu'il y a quelque chose. Quel âge a-t-il, votre grand, comme vous dites ? 9 ans. Et votre petit ? Elle a pas 1 an encore. Elle a 9 mois. Nous parlons du poids du mensonge. Du mensonge nécessaire, disent certains. Oui. Obligatoire, vous nous avez dit même, pendant cette émission, vis-à-vis de vos collaborateurs, de votre patron. Oui, les collègues, certains amis, certaines personnes de ma famille, c'est évident. C'est évident. Pas dans votre famille. Qui le sait, ça ira peut-être plus vite. Qui le sait, ma mère l'a su, mais 10 ans après. Parce que j'étais colère. À elle, je ne cachais pas mes médicaments. Et elle n'a jamais eu l'idée d'aller ouvrir une boîte, prendre un nom et d'aller voir son médecin pour lui demander ce que c'était. Et au bout de 10 ans, j'en ai eu marre et je lui ai dit... D'accord. Voilà. Vous auriez voulu qu'elle le sache tout de suite, mais qu'elle s'occupe de sa fille et qu'elle le devine par elle-même. J'aurais bien aimé qu'elle Votre mari le sait, votre maman le sait. Voilà. 2-3 amis très 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 proches. Et à tous les autres, vous le cachez ? Ah oui, mes frères... Pourquoi vous cachez à vos frères ? Parce que c'est pas... Je me sens pas, en fin de compte, de le dire. Vous avez peur de quoi ? Leur regard change ? Je voyais tout à l'heure le témoignage du monsieur là avec sa fille. Voilà. Christian, c'est la manière dont on l'attrape, je crois. C'est tout simplement ça. Je pense que j'aurais été transfusée. Je serais devant, je serais avec vous à côté. C'est pas Mais vrai. là, moi, je l'ai eu malheureusement par une erreur bête. Et je pense que voilà, moi je dis ça maintenant de mon point de vue à moi. Hein. Mais c'est la façon dont on le... vous parlez de culpabilité, là, c'est ça ? Tout à fait. Enfin non, moi je me sens pas coupable, mais c'est le regard des autres. Ah, la maladie de la honte, comme on disait, la maladie, la punition de Dieu, quoi, quasiment. Oui, voilà, Comme certains le disaient à l'époque. Tout à fait, oui, parce que ça comme fait quand même certains 14 pensent ans. encore aujourd'hui, j'imagine. Ah oui, vu ce que j'entends, c'est... Qu'est-ce qui vous est arrivé qui soit si blâmable, d'après vous ? Je me suis pas protégée. Alors que surtout, fallait se protéger, tout le monde disait qu'il fallait se protéger, et je me suis pas protégée. C'est-à-dire qu'une fois, le préservatif n'a pas été mis Voilà. par un homme ? Voilà. Ça arrive, hein ? Ouais, mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas le mettre. Déjà, quelqu'un qui était plus âgé que moi et qui ne voulait pas le mettre. Et j'ai pas insisté, j'étais jeune et amoureuse. Vous êtes dans l'administration ? Oui. Vous êtes fonctionnaire ? Oui. Vous avez pu vous libérer aujourd'hui ? Oui, je suis en vacances. D'accord, petit RTT. Comment vous avez caché à l'administration que vous êtes séropositive ? Comme j'ai fait dans mes précédents emplois, c'est qu'à l'époque, il fallait une photocopie de la sécu, là, de la carte. C'était pas une carte vitale, c'était une photocopie, c'était sur papier. Et en fin de compte, je suis prise à 100%. Et moi, je me suis dit, n'importe quel patron qui voit qu'une personne est prise à 100% va se poser la question. Donc, en fin de compte, avec du papier, j'ai caché le 100% et j'ai fait des photocopies jusqu'à qu'on ne voit quasiment plus. Photocopie sur photocopie sur photocopie. J'en ai fait je sais pas combien et à la fin, j'ai eu de la chance parce que dans chaque emploi qu'on m'a demandé, on me demandait une photocopie. Et j'ai eu de la chance qu'on ne me demande pas l'original. Et voilà, donc dans les différents emplois, parce que je pense qu'on
Vous craignez la discrimination. Voilà. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Hein. Il y a la peur de perdre votre emploi. Et puis il y a aussi le fait que le regard des personnes de votre famille change sur vous. Oui. Ça, c'est très différent. Nous avons Sylvie qui est avec nous dans cette émission et qui nous apporte son témoignage. Qu'est-ce qui vous fait dire plutôt, allons-y directement, qu'il faut le dire à tout prix? Parce que quand on est atteint de maladie, moi j'ai eu deux cancers, hein, pas un seul, deux. Est-ce que c'est différent pour vous d'abord du virus du sida? Non, pour moi c'est une maladie, c'est une maladie, que ce soit le cancer, que ce soit le virus du sida, que ce soit... Quand on est cancéreux, on est considéré aussi comme des pestiférés un petit peu quelque part. Et quand on l'avoue, effectivement, on s'aperçoit qu'on perd énormément de ses amis. Et pourtant, il faut le dire, vous dites... Ce qui n'est pas des amis, ce qui ne sont pas des amis d'ailleurs. Ça fait le tri. Ça et fait pourtant, le tri, il faut le dire, vous dites que oui. pourtant, pourquoi? Parce qu'on en a besoin, parce qu'on va avoir besoin d'un soutien, parce qu'on a besoin de dire aux gens, ben voilà, je suis malade, je vais être mal. Il y a des jours où je vais être sympa, il y a des jours où je ne serai pas sympa, il y a des jours où je serai malade, il y a des jours où je ne pourrai pas être visible. C'est nécessaire. Mais pour vous? Ah oui, pour moi, oui. Ça a été pour aller mieux, pour pouvoir... pour partir quitte à perdre des amis, quitte à perdre des gens de la famille qui s'éloignent. Oui. Mon premier cancer, j'ai eu un cancer au niveau des organes génitaux, donc on m'a tout enlevé. J'avais 23 ans, j'allais me marier, je ne me vois pas trop, ne pas dire à mon futur mari, on m'a tout enlevé, je ne pourrais pas avoir d'enfant. On peut le dire à son mari et puis le cacher à tous les autres membres de la famille. Certains le font en tout cas. Pourquoi? Pour pas que le regard des autres change, c'est ce qu'on dit, ce qu'on a entendu. Moi, je sais que j'ai entendu beaucoup il se pourrait que, ça se pourrait que... Quand je vois la dame avec son mari qui a eu la maladie d'Alzheimer, est-ce que... Vous l'auriez dit à sa place? J'aurais cherché à savoir si effectivement il fallait le dire. Est-ce qu'il n'aurait pas agi différemment, sachant que par la suite, il allait avoir la maladie d'Alzheimer? Quand on sait, comme lui savait, ce qu'est la maladie d'Alzheimer, pour lui, ça aurait été quelque chose d'abominable. Mais je pense que madame voulait dire, est-ce qu'il n'aurait pas pris des dispositions, par exemple, professionnellement? Il n'aurait pas agi différemment. Il n'avait pas de dispositions à prendre, on les a pris. En fait, quand la maladie d'Alzheimer, on ne devient pas inconscient du jour au lendemain. Hein. Donc, moi, tout en lui cachant sa maladie, si nous devions prendre des dispositions... Vous avez souhaité le gérer tout vous-même, voilà, quoi. Vous avez souhaité le protéger jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'aurait pas souhaité, le sachant, dire des choses à ceux qu'il aime, aux autres personnes qu'il aime, différentes, parce que sachant qu'il allait perdre la boule au bout d'un moment? Mon mari n'était pas comme ça. Ce qu'il avait à dire, il le disait en temps voulu, quand il était temps. Mais on ne vous blâme pas, Martine, on vous pose des questions. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de décider pour lui, quoi? Ce qui est bon pour lui, d'une certaine manière, je ne pense pas. Mais en tout cas, vous vous mettez totalement à sa place, en tout cas. C'est-à-dire que j'avais aussi une hantise, et c'est parce que des gens qui côtoient Alzheimer régulièrement m'ont mis cette hantise en tête en disant que certaines personnes, en apprenant Alzheimer, surtout à cette époque-là, parfois il y en a qui se suicident aussi. Vous aviez peur de le perdre? Oui. J'y tiens, tel qu'il est encore maintenant, je l'ai toujours. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une part d'égoïsme, je ne la trouve pas, hein, mais c'est possible. Si je m'interroge vraiment jusqu'au fond, peut-être. Mais je ne suis pas certaine. Il n'a pas eu le choix, quoi. Il n'a pas eu le choix de le savoir ou pas de savoir, ça c'est clair, je l'ai choisi pour lui. Mais peut-être qu'il n'a pas voulu le savoir aussi, hein, d'après ce qu'on a compris. Je me tourne vers Catherine Bergeret-Amselec, qui est notre spécialiste aujourd'hui. Bonjour Catherine. Bonjour Jean-Luc. Sur cette première partie de l'émission, vivre dans le mensonge, le pourquoi, le comment, on voit que c'est compliqué aussi, que ça demande des dispositions particulières. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos invités? Des questions, des remarques? D'abord qu'ils ont tous beaucoup de courage d'être venus témoigner et qu'il n'y a pas de règle générale. Je pense que chacun, selon le contexte de sa famille, trouve les mots pour le dire au bon moment à son entourage. Quelquefois, il faut savoir préparer sa fille, quelquefois, il faut savoir protéger un proche. Je crois qu'on ne peut pas donner de conseil de dire « il faut ». Parce que vraiment, c'est à chaque fois différent. Mais je crois qu'à partir du moment où on apprend qu'on a une maladie grave, il y a un moment pour accuser le coup. Et il y a, comme dans les phases du deuil, différentes réactions qui se mettent en place. Parfois, il y a tout simplement d'abord un déni. Un médecin vous dit « vous avez telle maladie, je ne veux pas le savoir ». Et puis après, il y a un moment de colère. Et puis, il y a un moment de dépression. Et il y a un moment d'acceptation. Le chemin est parfois long.
Parfois, on réalise tout de suite. Parfois, on ne veut pas le savoir. Et là, je vous rejoins un peu. Il y a des personnes qui sont dans le déni de la maladie. Elles font comme si elles n'étaient pas malades. Et il y a tout un travail maturatif à accomplir, parfois à l'aide de l'entourage familial, parfois à l'aide d'un psy, qui ne sera ni un ami, ni un conjoint, ni un parent, pour trouver les mots pour que la personne intériorise la nouvelle et s'approprie sa maladie, pour être acteur de sa maladie. Car on sait que dans les maladies graves, lutter contre la maladie, c'est aussi 80% pour guérir. C'est très important d'avoir le moral 80% de réussite de guérir. On sait qu'on est acteur de sa maladie. Alors parfois on le fait à l'aide de proches, parfois on le fait seul. Il y a des gens qui cachent leur maladie parce que ce sont des personnalités fortes et elles préfèrent, du moins pour un temps, lutter entre elles et elles. Et elles ne peuvent le dire qu'après. Mais comme vous le disiez, Jean-Luc, tout à l'heure, c'est vrai que le risque, c'est qu'à force de s'enfermer dans le silence, c'est vrai aussi que plus on attend, plus c'est difficile. Et c'est après coup, parfois, quand on ne l'a pas avoué, que les autres vont se dire « mais il ne m'a pas donc fait confiance, il ne me l'a pas dit. Si j'avais su, comment n'ai-je pas pu le voir ?» Comment se passe la révélation? On passe à la deuxième partie, Catherine, de cette émission. Le jour où ces personnes dont vous parliez l'ont révélé, le jour où les autres de l'autre côté l'ont appris, c'est notre deuxième partie. Et pour illustrer ce propos, je vous propose de regarder ce reportage que nous avons consacré à Guylaine, Angélique et évidemment à leur histoire, à leur maman qui est décédée il y a 3 ans. En fait, le secret de la maladie s'est brisé seulement quelques mois avant sa mort. Oui, oui. Maman est décédée le 1er avril 2004 suite à un cancer dont elle nous avait caché l'existence en fait. J'ai appris que maman était condamnée 5 mois avant son décès environ. J'ai demandé à maman déjà pourquoi elle l'avait caché. Je lui ai dit que je le savais et je lui ai demandé pourquoi elle l'avait caché avant qu'elle décède. Et elle m'a dit je ne voulais pas vous inquiéter, c'est tout. Et je pense que maman ne voulait pas qu'on soit différent avec elle. Ça a dû être très dur pour elle aussi. Maman, je t'en veux pas. Je t'en veux pas de ne pas l'avoir dit, je te comprends. Même si c'est dur pour nous. Pendant 2 ans, la mère de Guylaine n'a parlé de son cancer du sein à personne. C'est toute seule qu'elle se rendait aux séances de chimiothérapie, toute seule qu'elle a appris que son cancer s'était généralisé et qu'elle ne survivrait pas. 5 mois avant sa mort, elle a tenté de se suicider pour abréger ses souffrances. C'est à ce moment-là que Guylaine et sa sœur ont appris que leur mère était condamnée. Aujourd'hui encore, les 2 sœurs ne se remettent pas de ce secret si bien gardé par leur mère. À ce moment-là, donc, personne ne le savait. Personne ne savait qu'elle était malade. Tu penses pas qu'on aurait pu le voir, fait qu'on aurait pu ouvrir les yeux quand même? Non. Non, t'as pas ce sentiment? Non, je pense pas que... Moi, non. Moi, je me le suis pas caché, quoi. Non, moi, j'en savais rien du tout. Elle a voulu être seule, pas le dire à personne, n'inquiéter personne, profiter de nous normalement jusqu'à la fin, pour pas que chaque fois qu'elle nous voie ou qu'on aille la voir pleurer, s'apitoyer sur son sort. Voilà. Parce que moi, justement, j'ai demandé et c'est les raisons qu'elle m'a données, quoi. Ben, je me dis qu'elle a été seule, quoi, dans la maladie. Elle a été seule dans la maladie, elle a été seule dans la souffrance. C'est ça qui est dur. Je m'en veux, en fait, de pas l'avoir vue, je crois. Bon, il y a eu des signes, quand même, quoi, qui auraient dû me... Voilà. Guylaine, il faut pas que... T'as aucune raison de culpabiliser. De toute façon, ça aurait rien changé. Moi, je me dis qu'elle voulait que ce soit comme ça, tu vois, jusqu'au bout et que... Voilà, quoi. Nous, on a fait ce qu'elle voulait. C'est essentiel, quoi, tu vois. C'est de respecter son choix, ce qu'elle voulait, elle, quoi. Voilà. Je me dis que j'aurais pu le voir et que je l'ai pas vu. La question, c'est est-ce qu'on est propriétaire de sa maladie, d'abord? Ou est-ce que
Quand on est une maman, elle appartient à toute la famille? Non, non, on est propriétaire de sa maladie. On doit avoir le choix de le dire ou pas. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est difficile pour l'entourage. Comment est-ce que vous l'avez appris, vous? Ou comment vous avez eu la puce à l'oreille, véritablement? Ben moi, je l'ai appris très simplement. Mon frère est venu en courant à la maison en pleurant, me disant maman a pris des cachets. Ma mère n'était pas quelqu'un du tout de suicidaire. Mais alors, elle avait un très fort caractère. Elle aimait la vie. Elle a voulu se suicider. Donc, je suis allée chez elle en courant. Et en arrivant, j'ai compris de suite, avant d'arriver aux urgences, j'ai compris que, voilà. Et aux urgences, effectivement, on m'a dit qu'elle était condamnée. De l'annoncer à mes 8 frères et sœurs. Que maman était condamnée. Le mensonge, c'est jamais bon, de toute façon. Donc, Alors, elle aurait dû le dire? elle aurait dû le dire oui, quand même. Vous pensez? Oui. Pas par rapport à nous, parce que bon, voilà, c'est la vie, mais surtout par rapport à elle. De ne pas être toute seule, de pas... C'est surtout ça. Pas par rapport à votre douleur, vous voulez dire? Voilà. Par rapport au Bien soutien sûr. que vous auriez pu lui apporter? Bien sûr. Vous regrettez de ne pas avoir été suffisamment proche de votre maman, par exemple? Voilà. En fait, vous avez appris deux choses d'un seul coup, quoi. Vous avez appris d'abord qu'elle était gravement malade, Oui. et probablement en phase terminale, et deuxièmement qu'elle le savait depuis longtemps, et donc qu'elle vous avait menti depuis longtemps. Oui. Vous en avez parlé ensuite avec elle? Oui, moi je lui ai dit. Je suis allée la voir, je lui ai dit, maman, je sais que tu as un cancer, je sais que tu es condamnée, pourquoi tu ne l'as pas dit? Comme ça, vous lui avez dit? Oui. Cash, comme ça? Oui. À l'hôpital? Oui. Pourquoi vous l'avez dit aussi brutalement, comme ça? Parce que je voulais qu'elle sache que j'étais au courant pour pouvoir l'aider, pour pouvoir la soutenir, voilà quoi, il fallait arrêter quoi. Elle le savait qu'elle était en phase terminale? Oui. Elle savait tout depuis le Comment début. a-t-elle réagi quand vous lui avez dit ça? Ben, elle a souri, elle m'a dit, mais je voulais inquiéter personne, et puis voilà quoi. Vous, Marie-Agnès, vous n'avez rien vu jusqu'au bout quasiment, hein? Pendant 15 ans, en tout cas, il vous a caché sa maladie. Vous allez nous dire dans un instant comment vous avez découvert qu'il était malade. Vous aussi, c'est pas lui qui vous l'a dit. J'ai appris qu'un soir, c'était la veille de la fête des mères. Je suis rentrée du travail, j'ai trouvé les enfants seuls à la maison. Vous nous direz tout ça après ce message de la D'accord. rédaction, madame. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Parents, vous avez du mal à accepter que votre enfant grandisse. Vous trouvez votre fille, fils, trop jeune pour avoir une vie sentimentale. Vous avez du mal à accepter que votre petite fille devienne une femme, choix vestimentaire, histoire de cœur. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire... Les mamans, dispute, pas dispute, dispute, pas dispute. La tranquillité, tu sais ce que c'est? Un Français sur 5 pense que les disputes sont un danger pour le couple. J'ai dit, de toute façon, tu t'en vas, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Et il est parti. Vous n'avez pas envie un jour de connaître un amour plus apaisé? Si. 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 Le seuil de tolérance est devenu proche de zéro. Chaque fois, toi, t'achètes des trucs ben, comme je ça. suis sûre que tu veux lire C'est pas le aussi, ça moment. te plaira. Oui, Ben mais c'est pas le moment, mais Ouais, de mais temps attends. en temps, et Soit ben, je merci. vais prendre l'air. Super. Souvent, les hommes sont dans le mutisme, ou les hommes, s'en vont. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas que ça atteigne des violences physiques, bien sûr. Pourquoi se disputent-ils malgré l'amour? Ils vont nous l'expliquer. Lui, il n'a jamais de problème, c'est toujours moi qui ai un problème. J'ai du mal à supporter. J'aimerais que ça cesse. Vous l'aimez? Je ne sais pas. Lorsqu'on a une maladie grave, faut-il, ne faut-il pas, doit-on, ne doit-on pas le révéler à ses proches? C'est la question que nous posons dans Toute une histoire aujourd'hui. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous parlons de cet instant où tout change, de la révélation. Donc 15 ans de vie commune, vous nous disiez, madame, vous rentrez chez vous un soir? Un soir, je rentre chez moi, je trouve les enfants seuls. Je demande où est leur père. Ils me disent qu'il est allé chez le médecin. Alors effectivement, il avait des bricoles, hein, moi aussi. Il avait raconté des choses. Il avait préparé le terrain? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il avait raconté alors? Parce qu'il avait des problèmes un peu respiratoires. Il me dit ça doit être une allergie. Un petit peu d'allergie, c'était le mois de mai, donc voilà. Ah, il ne voulait pas que vous sachiez, lui? Absolument pas. Et puis, il y avait... Après, j'ai vu des petits signes. Et donc, il n'arrive pas, et puis tout d'un coup, il arrive, et il me dit, voilà, il faut qu'on m'hospitalise d'urgence, il faut me conduire tout de suite à l'hôpital. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'est après qu'il m'a raconté tout. Il est resté 2 mois à l'hôpital, et il est mort à l'hôpital. C'était les 2 derniers mois?
Oui, et on a essayé de l'opérer 3 fois, mais il y a eu des tas de choses qui se sont passées. Une fois une péricardite, l'autre fois autre chose. Les cardiologues voulaient plus l'opérer et ils m'avaient dit il faut absolument que tu trouves quelque chose pour m'opérer parce que si on m'opère pas, je suis foutue. Et effectivement, on avait trouvé quand même un médecin au mois d'août qui est devenu très célèbre, c'était le professeur Carpentier. Mais à l'époque, il était encore jeune médecin, jeune chirurgien, et il avait accepté d'opérer mon mari. Et mon mari est mort 2 jours avant l'opération. Quel a été le déclic, Christian? Excusez-moi, pourquoi vous l'avez dit? À quelle occasion vous l'avez dit à votre fille Angélique? Moi, je dis, bon, il faut qu'on le fasse, il faut que je le fasse, et c'est pas moi qui l'ai fait, honnêtement, parce que j'avais trop honte de lui avoir menti. Comment vous y êtes pris, alors? C'est mon ex-femme qui a commencé à lui en parler. Après... Votre mère? Non. Non, c'est ma belle-mère. Votre belle-mère. Donc, après, c'est vrai qu'elle se posait des questions. Alors, j'avais un contact avec une psy que, justement, j'ai dit, ben, le mieux, ça serait qu'elle lui explique pourquoi je lui ai caché. Vous êtes allés ensemble chez la psy? Mais alors, elle a commencé toute seule, elle l'a pris toute seule, et après, la psy est venue me chercher. Elle dit, bon, ça y est, vous pouvez venir. Et c'est là qu'après, bon, ben... C'est comme ça que ça s'est passé? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche, Catherine? Pourquoi pas? Parce que, comme je vous le disais, il y a un travail de maturation et on voit dans tous les témoignages là que c'est comme escalader une montagne, l'aveu. Et à partir du moment où on dit qu'on est malade, je pense que la maladie prend une autre dimension, une autre consistance. Mais on sent à travers vous tous combien finalement, excusez cette expression, mais on crève un abcès. Et qu'on peut à ce moment-là être vraiment aidé, accompagné. Combien c'est difficile après pour les proches. Comme vous, madame, quand vous dites « et si j'avais su », cela dit, vous avez respecté son choix et c'est important. Donc, est-ce que je le dirais pas, moi? Si j'avais une maladie. Si vous étiez malade, vous, aujourd'hui, vous ne le diriez pas? Je pense que je le dirais pas. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est important... Oui. C'est difficile de se dire exactement qu'est-ce qu'on ferait. C'est de pouvoir avoir la chance de faire mûrir la chose à plusieurs. Car c'est tellement important ensuite de pouvoir se dire des choses. Et pourquoi pas, puisque c'était la question que vous me posiez et que je diverge, si j'ose dire, pourquoi pas un psy qui, là, a été le médiateur, finalement. Et après, je pense qu'il y a des choses que vous pouvez vous dire. Et puis... vient le partage ensuite. Voilà. Alors, on va le voir à travers ce reportage, justement, ce qu'on peut partager ensuite. Ce que, madame, sans doute, vous regrettez de ne pas avoir pu partager plus longtemps que 2 mois avec votre mari. Après 3 ans de silence, c'est long, 3 ans de silence, vous n'avez jamais réussi à en parler. Vous partagez des choses très fortement entre vous deux, mais on va voir que ces 3 ans de silence ont fait que le tabou s'est installé fortement et que le silence, lui aussi, est devenu une forme de maladie supplémentaire qu'il est très difficile de combattre. Et la première fois que le tabou a été brisé, m'arrêtez si je me trompe, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça? Lundi. Lundi. Il y a quelques jours, donc, en présence de notre équipe, on est là aussi pour essayer de provoquer des bonnes choses chez vous en Dordogne. J'ai découvert pendant la grossesse de ma fille que j'étais séropositive et ça fait des années que je dis rien. Alors à qui ne l'a toujours pas dit et la raison, tu peux m'en parler? Il y a certaines personnes, j'arrive pas à trouver le courage de leur dire voilà, et puis de leur dire que ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je leur cache. J'en ai marre. Faut que ça sorte. Oui, je connais la situation. Donc il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Si Christian a créé son association pour conseiller d'autres malades, c'est parce que lui aussi a caché sa séropositivité à sa fille Delphine pendant 2 ans, un non-dit qui a éloigné le père et sa fille durant des mois. Bon, on est le 9, j'attends ma fille, que je n'ai pas vue depuis des mois, et c'est la première fois que je rencontre Lily, sa fille. Je suis très ému, j'appréhende, j'ai hâte qu'elle arrive et qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Si Christian a hâte de retrouver sa fille, de son côté à elle, la tension monte. J'ai décidé là de parler avec lui un petit peu par rapport à ce que j'ai ressenti quand j'ai appris la maladie. On va pouvoir enfin discuter, enfin parler tous les deux de tout ça. Ma bichette. Elle a plus, ça y est, elle se fait attendre.
Bah oui. Hein. Sa mamie m'avait dit qu'elle ressemblait beaucoup à sa fille. Elle fait son point. Ça va, je suis habitué. Bon, tu montes à la maison? Oui. Puis je garde la petite. J'en profite le long du chemin. Tu vas te promener, Lily? Quand je vis des moments comme ça, de toute façon, je ne peux qu'oublier la maladie, de toute façon. Des retrouvailles d'autant plus attendues par Delphine qu'elle était la seule de sa famille à ignorer la maladie de son père. C'est enfin le moment pour eux de parler sans tabou. Ton frère était au courant. Et pourquoi Jérôme et pas moi? Et parce que toi, tu étais jeune. Donc je voulais te protéger. Jusqu'au jour où on a dit, bon, ben, il faut se lancer. Donc j'ai attendu 2 ans. Hein. Et pour moi, ça a été long. J'ai même pas eu le courage de te le dire moi-même. Hein. Puisque j'avais honte d'avoir menti. C'est vrai que je me suis dit que j'aurais préféré le savoir avant. Comme quoi, on ne sait jamais. On ne sait jamais comment s'y prendre. C'est sûr, je t'en ai voulu parce que je le savais pas. Enfin, parce que je l'avais pas su en même temps que tout le monde que j'étais la dernière à le savoir. Mais j'en ai voulu à tout le monde en fait. Est-ce que tu me pardonnes d'avoir caché cette maladie? Bah oui, je te pardonne quand même, parce que c'est vrai que maintenant je comprends pourquoi. Bien sûr. Oui, et je te pardonne quand même. Quand même. Quand même, ça veut dire que vous auriez préféré qu'il vous le dise? Oui. Oui. Même à 16 ans. Même, oui, voilà. Votre fille nous a dit qu'elle vous en avait voulu. Hein. Ah oui, non, mais je la comprends. Hein. À sa place, c'est difficile d'imaginer. Moi, maintenant, je sais que si il devait m'arriver quelque chose, je le cacherais à ma fille. Vous le cacheriez à votre fille? Bah alors, c'est à n'y rien comprendre. Pour pas la faire souffrir, justement. Pour, Et vous auriez voulu qu'il vous le dise pourtant? Oui. Comme on est plein de paradoxes quand même. Hein. Et vous? J'ai le même problème, en fait. Quand votre équipe m'a posé la question, parce que je suis maman aussi, j'attends mon second là. Ah bon? Oui. Moi, je ne vois pas. Hein. Non. Il doit pas être bien grand encore là. 3 mois et demi. Et en fait, voilà, j'aurais aimé que maman me le dise, mais je vois le gros paradoxe, quoi, parce que vous le diriez pas à vos enfants? Je ne pourrais pas le dire à mes enfants. Guylaine. Peut-être je changerai d'avis, mais dans un premier temps, je crois que je ne le dirai pas parce que je ne voudrais pas inquiéter, puis je voudrais que les gens ils soient pareils avec moi. C'est peut-être un peu comme faisait ma mère, je ne sais pas. Mais bon. Vous aimeriez que votre mari vous l'ait dit à quel moment? Il savait qu'il était malade dès qu'il s'est installé avec vous pendant 15 ans de vie commune. Il ne vous a jamais rien dit. Pendant 10 ans, il a été consulté un médecin tous les ans. Il ne vous a jamais rien dit. Vous l'avez su juste 2 mois avant sa mort. Oui. Vous auriez voulu qu'il vous le dise à quel moment? Je pense que j'aurais pu l'apprendre dès le début. Je pense qu'il aurait dû le partager. À sa place, vous auriez fait quoi, vous? Moi, je crois que je l'aurais dit. D'ailleurs, je sais que je l'aurais dit parce que on a fait allusion à la visite avant mariage, prénuptiale. Et à ce moment-là, on avait cru trouver que je pouvais avoir de la tuberculose. Eh ben, moi, je ne l'ai pas caché. Si vous voulez, je l'ai dit tout de suite. En fait, je ne l'avais pas, mais c'est un hasard et j'aurais pu l'avoir. Donc, c'est vraiment un tempérament différent. Ce qu'il y a aussi, c'est que mon mari était peut-être dans un milieu différent, où l'on se taisait, où les maladies étaient honteuses. Il y avait le cancer, la tuberculose. Toute maladie grave. Toute maladie grave était honteuse. Et mais on ne parle pas de le dire à tout le monde non plus ou de le porter. Oui, je veux dire, voilà. je sais bien. On peut faire ce choix comme vous portez un ruban rouge aujourd'hui, Christian, tout le temps. On peut faire ce choix qui est un choix qui dit, en fait, qui dit quoi? Qui dit aux autres, ouvrez les yeux, soyez tolérants. Et je peux dire que nous, en tant que séropositifs, rien qu'un ruban rouge, je peux vous dire, ceux qui le voient, ça leur fait plaisir. Catherine, qu'est-ce que vous pouvez ajouter de synthétique après tout ça? Parce que moi, déjà, je ne sais pas très bien, après cette émission, si on doit le dire, si on ne doit pas le dire, si on doit le dire à son compagnon, si on doit le dire à sa famille, si on trahit la confiance en ne le disant pas, si on charge trop la culpabilité des autres en le disant. C'est très important de respecter la décision, c'est la dernière phrase de Madame. Il y a une chose aussi que je voulais dire qui n'a pas été dite et je pense que ça peut rendre service à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que quand on est malade, on est souvent
en période de dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus une personne vis-à-vis du regard des autres. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens n'osent pas l'avouer. On a peur d'être réduit à sa maladie, d'où les méfaits du vocabulaire, et je suis contre ça. On dit un Alzheimer, de quel droit? C'est une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. On dit un cancéreux, de quel droit? De même qu'en périnate, on dit la césarienne du 4. C'est une femme qui a eu une césarienne. Donc, c'est important pour répondre à votre question. Que tout le monde fasse des efforts, quoi. Je pense. Que la société fasse des efforts. Oui, c'est que ça peut nous arriver à tous d'être malade et qu'un malade, c'est aussi une personne. C'est pas un malade, justement. C'est un patient, qui est très patient, bien souvent, puisqu'il faut supporter tout ça. Alors, si je pouvais donner des pistes, ça serait, je crois qu'on a vu que parmi toutes les personnes présentes, ils préfèrent le savoir que leur proche est atteint d'une maladie. Puis il y a une belle histoire d'amour juste devant moi. Là, c'est autre chose, il y a une complicité entre vous. Et vous avez dit une complicité entre les non-dits. Et je suis contente que vous l'ayez dit parce que votre mari, je trouve qu'il a une tête très intelligente, une belle tête d'intellectuel. Et quand il vous regarde dans le reportage, figurez-vous que j'ai l'impression qu'il sait. Et j'ai l'impression qu'il veut... qu'il y a un jeu de... Comme vous disiez, qu'il a peut-être compris que vous vouliez le protéger. Donc il y a là, une complicité. Parfois aussi, il y a des complicités qui s'installent dans le non-dit. Dans le non-dit. Bon, là, c'est un petit cas à part. Il y a une histoire d'amour forte et puis c'est votre droit. Et puis il y a Angélique et Guylaine, quand même, c'est quand même incroyable, qui disent on aurait voulu que notre maman nous le dise, mais nous, on ne le dirait pas à nos enfants. J'aurais pas voulu que ma mère me le dise, mais je m'en veux de ne pas l'avoir vu. C'est pas pareil, je crois. Je crois que c'est important. Angélique, vous avez dit que vous auriez préféré qu'elle vous le dise, mais que vous ne le diriez pas à vos enfants. Mais, comme je disais, le mensonge, c'est jamais bien, mais après... Sauf si c'est moi qui le fais, c'est ça? Non, c'est plus facile de le dire, de dire qu'on le dirait que de le faire, quoi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que le temps nous est compté, mais voilà, les choses ne sont pas simples, tout se complique. Il y a des émissions comme ça, on a l'impression d'en savoir encore moins qu'avant le début de l'émission. Parce que ce sont des éléments qui vont mijoter en chacun de nous-mêmes et puis chacun se fera son idée par rapport au secret qu'il porte ou au secret qu'il a en face de lui. Encore une fois, je le répète, d'après toutes les enquêtes, il y en a quasiment dans toutes les familles des secrets comme cela. Donc à vous de voir, d'ouvrir les yeux, peut-être comme disait Guylaine. Et à la prochaine fois, merci.